И с удовольствием передаю слово госпоже Натали Ямб, бывшему министру бюджета Республики Кот-д'Ивуар и известному далеко за пределами своей страны экономисту, аналитику и мыслителю. Je souhaite en premier lieu remercier les autorités russes et la Team Afrique pour m'avoir permis de venir exprimer mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que, après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO, et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer. Cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles
et surtout humaine. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qui n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos actuel appauvrissant où la France semble avoir verrouillé les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts, des ports, par des monopoles protégés par les gouvernements respectifs ou par des passations de marché de gré à gré sans appel d'offres, pour que nous puissions enfin nous diriger vers une ouverture de l'économie à tous, notamment aux industries et entreprises russes, dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un discours qui a secoué les consciences, dérangé les sphères politiques et réveillé une partie de l'opinion africaine. Ce discours prononcé en 2019 lors du Forum Russie-Afrique à Sochi est l'œuvre de Nathalie Young, une figure controversée, lucide pour certains, trop virulente pour d'autres. Mais au-delà de la polémique, il y a un message brut, incisif, et aujourd'hui nous allons le décrypter ensemble. En 2019, la Russie organise son premier forum économique Russie-Afrique. Objectif, resserrer les liens commerciaux et stratégiques avec les pays du continent. Ce rendez-vous s'inscrit dans une dynamique géopolitique où l'Occident perd du terrain et où des puissances comme la Chine ou la Russie redéfinissent les alliances globales. Lors de ce sommet, Nathalie Young prend la parole, mais elle ne représente aucun État. Elle intervient en tant que militante panafricaniste, porteuse d'une parole libre et sans filtre. Et ce qu'elle dit ce jour-là va faire le tour du continent et bien même au-delà. Le cœur de son discours représente trois axes majeurs. Il y a d'abord la dénonciation du colonialisme. Yamb accuse la France de maintenir une emprise sur ses ex-colonies à travers plusieurs leviers. D'abord, le franc CFA qu'elle considère comme une monnaie de servitude, les accords militaires qui donnent accès à des bases en Afrique sans réelle contrepartie, une diplomatie paternaliste où les décisions clés ne viennent pas des capitales africaines mais de Paris.
Elle affirme que cette structure perpétue une dépendance économique et symbolique et qu'il est temps de rompre les chaînes. En deuxième position, c'est la mise en cause des élites africaines. Ce n'est pas seulement les anciennes puissances coloniales qui sont visées. Le discours tape aussi et forme sur les chefs d'État africains. Elle parle de dirigeants corrompus, soumis, qui travaillent pour leurs maîtres étrangers. Elle dénonce les politiques répressives, les manipulations électorales, le manque de vision. Pour elle, le problème n'est pas seulement externe, il est aussi interne. En troisième position, elle appelle à l'émancipation. Nathalie Yamb appelle à une révolution mentale, sortir des schémas imposés, repenser les partenariats, écrire une histoire africaine par les Africains, sans influence extérieure et surtout toxique. Ce message touche une corde sensible chez beaucoup de jeunes qui cherchent une voie plus authentique vers le développement. Ce discours est puissant, mais aussi polarisant. D'un côté, il donne voix à une colère sourde, celle d'un continent pillé, manipulé, souvent méprisé, celle d'une jeunesse qui veut reconstruire sur d'autres bases. Yamb incarne ce réveil. Elle parle sans langue de bois, sans filtre diplomatique. Mais il faut aussi se poser des questions. Est-ce que la Russie est vraiment un partenaire désintéressé? Ne risque-t-on pas de remplacer une dépendance par une autre? La solution est-elle dans les alliances extérieures ou dans une refondation de l'intérieur? Son discours est une alerte, pas une feuille de route, et c'est peut-être là sa force. Il pousse à réfléchir, pas à obéir. Sur les réseaux sociaux, la vidéo du discours explose. Des millions de vues, des commentaires en feu, des partages en cascade dans les communautés panafricanistes. Mais les réactions sont variées aussi. Certains applaudissent, criant enfin quelqu'un dit la vérité. D'autres y voient un discours trop frontal, dangereux pour les équilibres diplomatiques. Des intellectuels s'interrogent sur la stratégie derrière ce ton radical. Ce qui est certain, personne ne reste indifférent. Ce que ce discours révèle sur l'Afrique, il met en lumière plusieurs fractures entre jeunesse et vieux pouvoir, entre aspiration souverainiste et dépendance économique, entre narration officielle et parole libre. Yamb catalyse mouvement plus large, panafricanisme radical, désobéissance diplomatique, révolution narrative. Elle parle vrai et ça se sent. Pas de filtre, pas de calcul. Et c'est peut-être ce qui fait que son discours résonne encore des années après. Les questions fondamentales que pose ce discours, d'après moi, qui parle pour l'Afrique? Les chefs d'État. Est-ce les chefs d'État, les peuples, les diasporas? Nathalie Yamb propose une autre voie, mais qui décide de la légitimité. Peut-on vraiment se passer de l'Occident? Les pays africains ont des dépendances industrielles, technologiques, financières. Comment passer à un modèle autonome, sans rupture brutale? Quelle est la vraie souveraineté? Est-ce juste la capacité de dire non ou celle de construire, d'innover, de coopérer autrement? Ces questions restent ouvertes et le discours les met crûment sur la table. En regardant ce discours plutôt, une chose est claire, il ne laisse pas tranquille. On peut ne pas être d'accord, on peut tiquer sur le ton, sur les phrases, mais on est obligé d'écouter. Et c'est là la réussite de Nathalie Yamb. Obligé à l'attention, forcé à la réflexion. Ce n'est pas un discours diplomatique, c'est un appel, une provocation, une claque. Et parfois, c'est ce qu'il faut pour réveiller les consciences. Que fait-on maintenant? Le discours de Nathalie Yamb n'est pas la vérité ultime, mais il est une vérité, celle d'un ras-le-bol,
celle d'une femme qui parle haut et fort à une assemblée qui préfère souvent le silence poli. Est-ce que ce discours changera les choses? Peut-être pas tout de suite, mais il aura marqué, il aura bousculé, il aura donné des mots à ceux qui n'en trouvaient plus. Tu as aimé cette analyse? Tu veux voir plus de décryptage? Abonne-toi, like, partage, mais surtout réagis. Que penses-tu du discours? Quelle est ta vision de l'Afrique de demain? Dis-moi tout en commentaire, le débat ne fait que commencer. J'y réponds personnellement. À bientôt.